et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur, consacrée aujourd'hui à l'agilité comportementale. Alors longtemps stigmatisée par son incompréhension, quelle corrélation entre la productivité et les émotions? Quelle différence avec l'intelligence émotionnelle? Et quelles sont les mauvaises habitudes dans nos entreprises, culture française, à reconsidérer en urgence? Pour nous accompagner sur ce sujet, un expert, le professeur Robert Weiss, fondateur de Comprofile Academy. Bonjour. Bonjour. Avant d'aller plus loin au sujet de l'agilité comportementale, intéressons-nous déjà à l'intelligence émotionnelle, qui est davantage connue par le grand public. Est-ce qu'on peut la redéfinir avec vous? Pour la définir clairement ou simplement, on peut dire que l'intelligence émotionnelle a deux volets. L'un, c'est vis-à-vis de soi, d'être conscient de ses émotions, et notamment de l'impact que l'expression de nos émotions a sur autrui. Et d'autre part, il y a l'autre volet, c'est vis-à-vis de l'autre personne, comprendre les émotions de l'autre personne et faciliter leur expression. En fait, vous savez, sur les émotions, on a tendance normalement à distinguer les émotions positives, comme la joie, ou les émotions négatives, comme la colère, du moins à tonalité positive et à tonalité négative. Cette distinction est intéressante, mais souvent elle aboutit à des choses un tout petit peu fallacieuses, parce que les émotions, même les négatives, ont une fonction pour nous, donc sont très utiles, on pourrait dire qu'elles sont positives pour nous, de la même manière que les émotions positives. Et tout dépend de l'usage qu'on fait des émotions. Et est-ce que notre usage, est-ce que l'expression que l'on a d'une émotion est fonctionnelle ou dysfonctionnelle? La joie, par exemple, émotion positive, peut être dysfonctionnelle dans son expression. On peut partir dans une exubérance, une euphorie qui nous fait perdre le sens des réalités. La colère, qui est vue comme une émotion négative, peut être très fonctionnelle pour réparer une injustice, pour finalement surmonter des obstacles qu'on trouve sur notre route pour réaliser des buts. Donc je préfère de beaucoup, pour que les choses soient claires, les émotions elles-mêmes sont toutes fonctionnelles et toutes, ont tout un aspect positif, mais l'expression que l'on a des émotions, l'usage qu'on en fait, peut être fonctionnel ou dysfonctionnel. Quelle corrélation on peut faire aujourd'hui entre nos émotions et la productivité? Parce que c'est quand même le nerf de la guerre dans les sociétés d'aujourd'hui. Vous savez, nous avons deux cerveaux. L'un pense et l'autre ressent. Lorsque l'intelligence rationnelle et l'intelligence émotionnelle fonctionnent ensemble, non seulement nous nous sentons bien, mais les deux intelligences sont gagnantes et se développent l'une l'autre. Ce qui se passe en entreprise, c'est que très souvent, des responsables pensent que exprimer des émotions sur le lieu du travail, en fait, ça n'a pas lieu d'être, ça n'est pas professionnel. D'autres pensent que les compétences dont ils ont à faire, à développer, c'est des compétences théoriques ou des compétences techniques, un point c'est tout. Ou alors, s'ils ont quelque chose, par exemple, de critique à dire, ils n'arrivent pas à dire les critiques de manière constructive. Soit ils sont trop abrupts, soit trop brutaux. Et en fait, en se faisant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se nourrissent plus eux-mêmes que ce qu'ils nourrissent leurs collaborateurs. Donc ces petits exemples que je viens de donner montrent qu'il y a vraiment la place pour un développement de l'intelligence émotionnelle dans le management. Et non seulement ça donne du bien-être, non seulement ça donne de la motivation, mais aussi ça augmente évidemment la productivité des collaborateurs. Alors, le thème de l'émission est consacré à l'agilité comportementale. Quelle différence et distinction on peut faire entre l'intelligence émotionnelle et l'agilité comportementale? En fait, l'agilité comportementale est plus large que l'intelligence émotionnelle. Elle inclut l'intelligence émotionnelle, mais elle est plus large. Si on voulait donner une définition simple, disons que l'agilité comportementale, c'est la capacité d'adaptation d'une personne à d'autres personnes, et notamment quand ces personnes posent des problèmes de communication, mais c'est aussi l'adaptation de cette personne, par exemple le manager, à des situations qui peuvent être complexes, comme la prise de décision, le management du changement, des choses de ce genre. Il arrive très souvent à un manager de se retrouver face à une personne qui est sous stress, par exemple, qui perd le contrôle de ses comportements, qui perd ses moyens. À ce moment-là, l'intelligence émotionnelle seule, souvent, ne suffit pas. Il faut comprendre que, par exemple, pour une personne sous stress, le stress qu'est-ce que le stress? C'est en fait la résultante d'un déficit de ressources, un déficit d'énergie. Donc, lorsque la personne est sous stress et nous pose des problèmes de communication, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Donnez-moi l'énergie dont elle a besoin. Évidemment, cette personne n'est pas consciente de ça, mais c'est le message qu'elle envoie.
Et en fait, il faut nourrir ses besoins psychologiques pour lui redonner de l'énergie. Bon, ça, l'intelligence émotionnelle ne prend pas en compte. L'agilité comportementale le fait, et de manière très pratique. Quelles sont aujourd'hui finalement les habitudes à reconsidérer d'urgence dans nos entreprises et dans la culture française? La culture française. Je pense qu'il y a un point de départ qui vient de notre éducation et de la fabrication de nos élites. On sélectionne nos élites à travers les performances au lycée, notamment dans les matières scientifiques. Et les gens passent par les classes préparatoires, par exemple pour prendre un archétype, et puis ils font une grande école. Et les gens qui sont à la tête de nos entreprises ont des têtes qui fonctionnent très bien. Mais en fait, rien ne prouve que quelqu'un qui était bon en maths à 20 ans va être un bon manager à 40. Ça, c'est le premier facteur. Un autre point qu'on peut observer souvent, c'est qu'il n'y a pas une culture de la participation en France. Il y a un déficit énorme par rapport au processus participatif. Il y a aussi un autre élément qui est peut-être en faiblesse, c'est que les managers consacrent relativement peu de temps au développement et à la croissance de leurs collaborateurs, alors que c'est une mission essentielle. Il y a un dernier facteur peut-être qui est un facteur de faiblesse, c'est que en fait, les managers ou les hauts managers ne consacrent que très peu de temps à un management non hiérarchique. Or, à l'heure actuelle, étant donné la rapidité du changement, la réactivité, l'agilité que doivent avoir les entreprises, en fait, les processus transverses sont très importants. Le management par des projets qui sont souvent des projets transverses sont aussi très importants. Donc tout ça sont les choses à considérer d'urgence. Hein. Ça n'enlève pas les qualités au management à la française, très centré sur des résultats et sur la performance. Mais quand même, ce sont des faiblesses qui sont importantes pour l'avenir du management en France. Un compromis à trouver. Oui, il y a un compromis à trouver. Il y a la place pour plus d'intelligence émotionnelle, plus d'agilité comportementale. Il y a la place aussi pour des structures, en fait, des organigrammes hiérarchiques beaucoup plus plats. Il y a la place pour de l'empowerment, donner plus d'autonomie, plus de responsabilité aux gens. Tout ça, ce sont des éléments qui rentrent dans le progrès que doit faire le management en France. Alors, vous êtes aujourd'hui professeur, vous êtes fondateur de Comprofile Academy. Qu'est-ce que vous proposez concrètement et quelle est la spécificité de votre activité? La spécificité, il faut voir que Comprofile Academy est à la fois un centre de formation, mais aussi de recherche et de développement. Les deux sont importants. En tant qu'organisme de formation, nous formons des professionnels à ce que nous considérons comme étant le vrai métier. Non seulement formateur, mais aussi coach et consultant. Les trois activités sont complémentaires les unes des autres et sont en synergie les unes avec les autres. Je pense qu'une différence importante, c'est que nous ne considérons pas les profils psychologiques comme une finalité, mais comme un outil de développement des compétences de leadership et de communication. Nous développons d'autres outils, nous en avons développé déjà pas mal, à la fois qui permettent de travailler sur le développement personnel, la qualité des relations, l'efficacité d'équipe, l'étude de la culture organisationnelle, le management du changement. Et tous ces outils sont développés en harmonie les uns avec les autres, alignés les uns par rapport aux autres, ce qui fait que pour les gens que nous formons, dont je parlais tout à l'heure, les professionnels qui deviennent coachs, consultants, formateurs, ils ont à leur disposition un ensemble d'outils qui leur permet d'intervenir depuis l'individu, en passant par l'équipe jusqu'à l'organisation. Alors justement, qui sont-ils ces professionnels qui font appel à vos services et pour quelle cause? Alors nous avons deux types de clients. Il y a les professionnels dont je parlais tout à l'heure, qui sont ceux qui veulent devenir coach, consultant, formateur, donc qui viennent se former chez nous pour apprendre le métier dans sa globalité. Les gens qui sont déjà coachs, qui viennent se former aux outils comme Profile comme accélérateur de leur coaching. Des responsables de ressources humaines qui veulent avancer du moins progresser en efficacité dans leur gestion de carrière ou dans leur recrutement. Voilà. Et puis, il y a aussi les entreprises. Les entreprises font appel à nous, soit pour de la formation en communication, leadership, management du changement, soit executive coaching, et soit enfin pour des interventions, soit en team building, soit en pilotage du changement. Alors, vos projets et perspectives pour l'avenir?
Je vous ai dit tout à l'heure que, en fait, Comprofile Academy est un centre de formation, mais c'est aussi un centre de recherche et développement. Donc nous continuons à travailler sur de nouveaux outils pour mettre à disposition des gens que nous formons. Il y a aussi un point qui est très important pour nous. Comprofile Academy est un système ouvert. Il vient des gens chez nous qui ont quelquefois des spécialités, qui sont des experts dans des domaines. Nous développons avec eux des applications de Comprofile adaptées à leur domaine. Nous avons travaillé avec un spécialiste de la sécurité en entreprise. Nous avons mis au point des profils de communication centrés sur la prévention des risques et la sécurité pour prévoir quels seraient les atouts ou les vulnérabilités des gens par rapport à justement la prévention ou la sécurité. Nous travaillons avec plusieurs personnes sur les liens entre Comprofile et les entreprises libérées. Ça aussi, c'est un thème super intéressant. Bon, comme ça, nous développons avec justement nos participants des nouvelles applications. Deuxième projet, c'est la digitalisation d'une partie de nos formations. Donc ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de penser les choses différemment, mais c'est indispensable. Troisième projet, nous avons des gens que nous avons formés dans une quinzaine de pays différents, en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada, un peu en Europe de l'Est. Ça n'est pas suffisant. En fait, il faudrait qu'on soit beaucoup plus présent que ça. Bon, nous avons le sentiment que nous sommes juste au départ d'une grande aventure. Merci infiniment pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête-à-Tête décideur sur bfmbusiness.com.